T'as été encouragée. J'ai été encouragée, mais parce que cette vie, je te le dis, Mehdi, c'est une bataille. Et il faut connaître ses droits pour se battre. Et c'est ce que j'ai compris très tôt. Ça se voit physiquement. Regarde, je suis une femme déjà. Ouais, déjà. Je suis musulmane, de confession musulmane, je suis voilée. T'as le combo là. Et je suis mate de peau. Je sais pas si ça rentre aussi dans le jeu. Il y a beaucoup de gens, tu sais, ils ont peur. Mais t'as rien à perdre. Il y a une opportunité qui vient, ils se posent une question, que ce soit personnelle ou professionnelle ou autre. Les nouvelles expériences, on leur dit, regarde, t'es jeune, t'as quoi à perdre? Viens même aux Émirats ou voyage. Il y a des footballeurs, justement, ils sont contents, ils t'ont encouragé en disant, c'est bien, justement. Alors, je t'avoue qu'il y avait une fois, quand j'ai commencé tout au début, il y avait un footballeur qui m'avait rencontré, qui était surpris. Il me dit, mais je sais pas s'il va se reconnaître, mais il me dit, je savais pas quand on était voilé, on pouvait travailler. Ah, j'oublierai pas cette phrase. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être enseigné comme on enseigne n'importe quelle autre matière. Mais vraiment, ils devraient le faire partout, même très tôt en collège. Aux États-Unis, ils le font. Mais c'est incroyable que nous, en France, ils le font. Parce que la France crée des salariés. Salam alaikum wa rahmatullah. Sonia, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Bienvenue dans ce podcast by Muse Incubator, où on donne la parole à tous ces entrepreneurs de la communauté qui ont réussi, tabarakallah, ou une certaine réussite, parce que la réussite, c'est relatif. Et aujourd'hui, je suis très content de t'accueillir dans ce podcast-là pour nous faire bénéficier de toute ton expérience, de ces années de dur labeur. Et aujourd'hui, dans ce magnifique cadre, alhamdoulilah, nous présenter un petit peu ton parcours, inspirer la communauté, parce que chez Muse Incubator, certes, on accompagne les startups, mais avant tout, on accompagne la communauté. On accompagne la communauté à progresser, on accompagne la communauté à casser ses barrières mentales et vous montrer justement à travers tous ces entrepreneurs qui viennent sur ce podcast que c'est possible pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Sonia, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour la communauté, nous parler un petit peu de toi, qui tu es, quelles études tu as fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es à Dubaï, voilà, vraiment de manière très succincte pour que la communauté, justement, sache un petit peu qui tu es. Ok, donc déjà, je te remercie pour l'invitation. Je suis vraiment très contente d'être là. Merci beaucoup pour ce premier podcast. Alors, si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis passionnée par les défis et les rencontres humaines. Alors, je suis avocate d'affaires internationales. Je suis inscrite à la Cour de Paris et de Londres. Il faut savoir que j'accompagne maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années des startups, des sociétés, des dirigeants d'affaires, des sportifs professionnels et également des artistes dans différents domaines, que ce soit le droit immobilier, le droit financier, le droit des affaires internationales et même le droit du sport. Donc concrètement, d'un point de vue académique et d'un point de vue professionnel, donc je suis née, j'ai grandi en France. J'ai eu mon master de droit des affaires à Paris. Classique, t'as fait une grande école? Non, j'ai pas fait une grande école. Je viens des Yvelines. Ouais. Et j'ai étudié à côté de chez moi, concrètement. Okay. Donc voilà. Donc vous voyez les amis, hein, elle vient des Yvelines. Et je peux même rajouter une chose, c'est que tu sais que j'ai un bac STT. J'ai un bac STT et je veux le mentionner parce que c'est un bac, je sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, mais parce que c'est noté, je crois que c'est je sais plus, mais c'est un bac STT. Moi, je crois qu'il existe toujours. Je crois pas qu'il existe. Un bac STG maintenant. STG, oui, c'est ça. Donc j'ai un bac STT et je suis passée en fac de droit. J'ai fait 5 années de droit à Paris. Ensuite, j'ai passé différentes certifications. Par la suite, je suis partie. Donc ça, je viendrai par la suite. Je suis partie à Londres, travailler à Londres. Et j'ai eu le barreau à Londres. Ensuite, j'ai obtenu le barreau également en France. Voilà. Donc je reviendrai par la suite des différents détails. On en discutera. Et l'entrepreneuriat, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de devenir entrepreneur, justement? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'à la base, tu as un profil plutôt juridique. Donc, avocate d'affaires, alhamdoulilah, international dans différentes juridictions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, à quel moment, la Sonia, avant d'être entrepreneur, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée, justement, dans l'entrepreneuriat? Alors, je t'avoue que moi, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs dans le domaine de la restauration. Donc, mes parents avaient des restaurants. Donc, j'ai travaillé... Kebab. C'était pas kebab, c'était italien. Italien et aussi un couscous un peu maghrébin, on va dire. Donc j'ai travaillé très tôt dans la restauration, très jeune, avant même ma majorité. Donc j'ai connu l'entrepreneuriat très très jeune. Et c'est vrai que j'étais très curieuse et même à l'âge de 18 ans, j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, avoir ma salle de sport, avoir mon hôtel, mon restaurant. Et j'ai très vite compris qu'on ne pouvait pas faire les choses aussi facilement sans être formé, sans avoir les compétences, sans avoir les finances et sans avoir l'entourage. Donc ça, c'est une chose que j'ai apprise par la suite et je pourrais le développer par la suite. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat, mais comme tu le sais,
je suis pas une avocate comme tout le monde. Moi, je suis avocate d'affaires et entrepreneur. Donc, ce qui veut dire, c'est que j'ai créé différents business dans différents domaines. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'un avocat, à un moment donné, il veut devenir entrepreneur? Parce que généralement, quand on veut devenir avocat, on veut faire une carrière dedans, on veut plaider, on veut faire des dossiers, etc. Est-ce que c'est en côtoyant ces entrepreneurs, peut-être, voilà, que tu t'es dit, tiens, j'ai envie moi aussi? Alors, en fait, c'est parce que, comment t'expliquer? Oui, alors, tu as très bien expliqué les choses, surtout en France. En France, quand tu deviens avocat, il faut que tu aies, je sais pas, tout un projet qui est lié autour du métier d'avocat. Fac de droit, de la première année à la 5e année. Tu fais des stages dans les cabinets d'avocats. Voilà, c'est linéaire, concrètement. Mais moi, sache-le, c'est que je suis partie à l'âge de 25 ans à Londres. Donc, toute mon approche, elle a complètement changé. Parce que à Londres, la dynamique, elle est complètement différente. À Londres, les avocats sont pas des avocats qui ont fait du droit. Ce sont des avocats qui étaient historiens, qui étaient philosophes, qui étaient économistes. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai découvert il y a quelques années une série qui s'appelle The Suit avec les fameux avocats. Et c'est vrai que quand on regarde cette série, on a envie de devenir avocat. Ah non, mais je la connais très bien, cette série. Ça donne vraiment envie. Ils sont beaux gosses, ils plaident, c'est intéressant. En fait, c'est des stars. C'est ça. C'est limite. C'est la star dans ton domaine. C'est des stars, c'est pas des plombiers, quoi. Tu vois, les plombiers gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Voilà, mais l'avocat d'affaires, généralement, le boulot d'avocat, c'est un peu comme le comptable. C'est quelque chose qui se fait en back-end. On le voit pas trop. Et là, cette série-là, elle a mis justement, je pense qu'elle a dû faire naître des vocations, vraiment. Moi, ça m'a donné envie de devenir avocat. Mais après, tu sais, être avocat, aujourd'hui, je pense qu'on peut pas être seulement avocat. Il faut qu'on soit avocat de quelque chose. Par exemple, moi, je suis intervenue dans, tu vois, j'ai traité des cas particuliers, des dossiers particuliers, par exemple, en droit du sport ou en droit de la santé. J'avais pas forcément les compétences requises. Il a fallu que je me forme, il a fallu que je comprenne tout l'écosystème autour du métier du sport, autour du métier de... Mais qu'est-ce qui fait justement que tu as voulu devenir avocate? Je t'avoue que j'ai toujours... Alors moi, c'était très tôt que j'ai voulu devenir avocate. Déjà, c'est mon père qui m'avait dit qu'il fallait que je sois avocate. Mais concrètement, je vais pas mettre ça sur lui parce que c'est la meilleure décision que j'ai prise. T'as été encouragée. J'ai été encouragée. Mais parce que cette vie, je te le dis, Mehdi, c'est une bataille. Et il faut connaître ses droits pour se battre. Et c'est ce que j'ai compris très tôt. Ah, c'est vrai. Et en première année de droit, déjà, j'ai aidé ma famille. J'ai rédigé des lettres. J'ai aidé tellement de monde. J'étais en première année de droit. Je me suis dit, subhanallah, quand je serai en 5e année de droit, quand je serai avocate, je vais pouvoir faire des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure de ma formation, je me suis rendu compte que je pouvais aider tellement de monde. Aider des personnes à réussir leurs projets. Aider des personnes qui ont rencontré des problèmes. Parce que généralement, quand on voit un avocat, on rencontre un avocat, c'est soit on a un problème, soit on veut anticiper les problèmes. C'est vrai. Voilà. Et pourquoi le droit des affaires? Parce que généralement dans la communauté, on aime plutôt les avocats pénalistes. Non, c'est vrai. Malheureusement. C'est vrai. Et je t'avoue que j'étais très très forte en droit pénal et je t'avoue que c'était une matière que j'aimais énormément et j'ai vraiment voulu me mettre en droit pénal. Mais je sais pas comment t'expliquer. C'est particulier, droit pénal. Tu peux défendre des dossiers qui sont très durs. Et moi, comme je te l'ai dit, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs et donc moi, j'ai vécu dans un business. J'ai vu mes parents gérer les finances, tu vois. Donc j'avais ce côté-là. Et je me suis dit, mais j'étais très curieuse quand j'étais jeune, très curieuse et très attentive. Et donc ce qui a fait que je me suis dirigée vers les affaires. Aussi, je pense que j'étais aussi très très forte en droit des affaires aussi lors de mes études. Donc moi, mes professeurs m'ont dit, voilà, il faut que tu te spécialises en droit des affaires. Et ça me plaisait. Ça me plaisait. J'étais forte dans un domaine qui me plaisait et surtout qui me permettrait d'aider mon père. Et qu'est-ce qui fait que t'es partie en Angleterre? Alors, je suis partie en Angleterre. Donc moi, je t'assure que j'ai toujours pensé vivre en France, rester en France, ne jamais quitter la France, me marier, avoir mes enfants en France. Ouais, ça, c'est classique. Classique. Subhanallah, la vie, elle est pleine de surprises. J'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne parce que j'ai accompagné le ministère de l'économie sur l'implantation de la finance islamique en France. Et à cette époque, je faisais beaucoup de conférences, je rencontrais beaucoup de conférenciers qui étaient au Qatar, qui étaient au Moyen-Orient. Et j'ai rencontré un de mes mentors, qui est devenu un de mes mentors, Anwar Adam, qui lui était Head of Asset Management au sein d'une banque d'affaires qatari. Et c'est lui qui m'a dit, Sonia, et lui, il venait de Clermont-Ferrand, donc lui, il a eu ce parcours. Si tu veux glow up, voilà, si tu veux, il faut que tu partes. Alors moi, je lui dis, il faut que je parte, tu penses? Mais moi, je voulais rester en France, faire ma carrière en France, voilà, aller à Paris en cabinet d'affaires. Non, il faut que tu partes déjà pour la langue et déjà pour l'expérience. C'est enrichissant ce sera enrichissant pour toi. Il m'a dit, voilà, je t'offre l'opportunité de venir nous rejoindre. Et moi, tu vois, je dis, OK, je vais réfléchir. J'y réfléchis juste à sous quelques heures. Je suis partie voir ma famille. Je leur ai dit, voilà, maman, papa, je vais partir à Londres. Alors, ils étaient surpris. Surtout que j'ai une sœur jumelle.
Ouais. Donc, ils m'ont dit, vous allez vous séparer. Mais ça a été la meilleure décision. Je suis partie en Angleterre, j'ai vécu mon expérience, je suis restée plus de 7 ans en banque d'affaires, en banque d'investissement, Qatari. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Angleterre. T'as pris réellement ton envol quand t'es partie de France, en fin de compte. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, de partir. En fait, vous pouvez rester, vous pouvez réussir. Après, encore une fois, comme tu l'as expliqué en introduction, c'est que la réussite, tout le monde a sa propre définition de la réussite. Tu peux très bien réussir en France si tu le souhaites. Mais c'est vrai qu'il y a des opportunités. Ailleurs. Exactement. Et ça t'enrichit. Ouais. Tu vois, il y a des choses que j'ai vues ailleurs que je n'ai pas vues en France. En France, tout est hiérarchisé. Quand tu es dans un cabinet, il y a un quand tu fais tes plafond de études. verre quand même. Hein. Ah non, mais ça, surtout quand t'es musulman, rebeu. Voilà. Non, c'est une vérité. C'est une réalité. Il faut en parler. Ça se voit physiquement. Regarde, je suis une femme déjà. Ouais, déjà. Je suis musulmane, de confession musulmane. Je suis voilée. T'as le combo là. Et je suis mat de peau. Je sais pas si ça rentre aussi dans le jeu. Mais j'ai triple combo. Mais tu sais, malheureusement, alors je t'avoue que moi, paradoxalement, je n'ai pas eu de problème en France, mis à part que j'ai fait 200 candidatures dans les cabinets d'avocats, on me l'a refusé. Même des personnes de ma communauté qui m'ont dit non, Sonia, c'est simple, tu veux travailler avec moi, tu enlèves ton foulard. Je travaille avec... Mais vraiment. Incroyable. Donc le barreau, tu l'as passé en gros. Alors moi, le barreau, je l'ai passé en Angleterre. Donc j'ai fait en fait je l'ai passé en Angleterre. Alors non, je l'ai vraiment passé le barreau. Ouais. Moi, j'ai fait... tu l'as vu, ouais. Ah non, mais je l'ai passé comment dire, à temps partiel. Ça veut dire que moi, je travaillais en banque d'affaires de 7h du matin parce que moi, j'étais reliée au Moyen-Orient jusqu'à 5h du soir. Après, j'allais en cours du soir passer le barreau. Et le barreau, tu passes pas une année, c'est rapide. Tu repasses tout. C'est du droit anglais, c'est pas du droit français. Machallah. Mais ce problème, quand j'y repense aujourd'hui, tu vois, à mon âge... Et tu vois, ce que tu me dis, c'est intéressant parce que quand on veut, là, on se donne les moyens, on y arrive, en fait. Beaucoup de gens aujourd'hui se restreignent, peut-être parmi nos sœurs ou la communauté. J'ai mon hijab, ou j'ai une barbe, ou j'ai pas le bon nom, j'ai pas la bonne adresse, je suis pas né au bon endroit. Mais c'est ça. Et ils se limitent. Et il y a d'autres personnes qui, justement, vont jusqu'au bout. Et aujourd'hui, regarde, t'es la preuve de, je peux garder mon hijab, je peux affirmer mes valeurs et en même temps, j'avance dans ma vie. Et j'ai mon diplôme, et j'ai ma reconnaissance, etc. Mais est-ce que tu as très bien résumé les choses, et je suis l'exemple parfait, en toute humilité. C'est que, après, c'est mon caractère. J'ai peut-être eu des bonnes habitudes dès le départ. J'étais très disciplinée. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé très dur. Je n'ai jamais eu de facilité. Je n'ai pas de facilité quelconque. Je suis juste une bosseuse. Quand je me fixe un objectif, je me donne les moyens pour atteindre cet objectif. J'ai eu des échecs, comme tout le monde. C'est ça qui peut-être qui a fait que je me suis battue bien plus. Mais, et ce que je dis beaucoup à des étudiants, tu sais, j'ai enseigné aussi à l'université de Dauphine, et je disais à mes étudiants, arrêtez de vous chercher des excuses. Que vous soyez voilé, que vous soyez... Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Ouais, pourquoi c'est négatif? Pourquoi mettre ces barrières négatives alors que c'est pas du tout une barrière? Je n'ai jamais retiré mon foulard. Jamais. J'ai travaillé chez PwC Avocat, ils m'ont accepté tel que je suis. Je représentais PwC Avocat. J'ai travaillé aux côtés de maître Virginie Louvel, c'était une expérience incroyable. Je représentais le cabinet à l'extérieur, à l'étranger, je me déplaçais en représentant le cabinet, une femme voilée qui représentait le cabinet, comme un gros cabinet parisien. J'ai pu travailler dans une banque d'affaires d'investissement voilée, et par la suite, là on parle de mon parcours, on va dire de ma carrière avant d'être entrepreneur. En 2016, je suis devenue entrepreneur. Mais tu vois, c'est beau. Excuse-moi de te couper, c'est beau parce que le parcours, déjà, il y a des personnes, ils ont eu des opportunités ou ils ont eu des opportunités dans leur vie qu'ils n'ont pas saisies. Toi, tu as eu une opportunité qui est venue à un moment donné dans ta vie. Tu as su la saisir. Beaucoup de gens ne saisissent pas les opportunités. Et c'est pour ça que moi, j'ai une phrase que je dis souvent, bien heureux sont ceux qui saisissent les opportunités. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, tu sais, ils ont peur. Mais t'as rien à il y a une opportunité qui vient, ils se posent une question, que ce soit personnelle ou professionnelle ou autre. Les nouvelles expériences, on leur dit, regarde, t'es jeune, t'as quoi à perdre? Viens même aux Émirats ou voyage. Ça va ouvrir ta culture, ton état d'esprit, etc., voir un petit peu ce qui se fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a quand même ce côté-là un peu où on n'encourage pas tant les personnes à se dépasser. On leur dit généralement, nous, dans la communauté, va faire un diplôme, trouve un petit travail, marie-toi. C'est ça. Et paye les factures. Tu vas au bled une fois dans chaque année. Construis ta maison au bled et khalas, ça s'arrête là. Tu vois, les ambitions plus élevées, t'es presque bizarre. Ouais, non, mais moi, alors moi, tu verrais comment on m'a décrit. Je suis une femme, hein. Alors moi, j'étais quelqu'un, mais t'es pas encore mariée, t'es pas encore ça, tu fais quoi? Et moi, je voulais tout le temps me former, je voulais passer un MBA à Harvard, je voulais me former davantage. En fait, t'avais de hautes ambitions. Mais... T'as senti le regard des gens un peu d'avoir des hautes ambitions, ça renvoyait les gens peut-être à leurs échecs. Ouais. Beaucoup, tu vas le recevoir toute ta vie, tu vas le ressentir, ça, même quand tu vas réussir au niveau professionnel. Tu sais très bien que quand on réussit au niveau professionnel, même quand on part rien qu'à l'étranger, il y a des personnes qui veulent faire ce que tu fais, mais qui le font pas. Donc forcément, déjà, ça va créer déjà des frustrations.
Mais malheureusement, c'est une réalité. Et pareil, quand tu réussis dans la vie, encore une fois, quelle soit la réussite, qu'elle soit financière ou autre, ou même personnelle, tu auras toujours des personnes qui vont se sentir frustrées, malheureusement. Mais c'est eux qui ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens d'avoir la même chose, de faire mais si ils prennent pas le risque. Parce qu'il y a eu du travail, comme tu l'as dit. Il y a du travail. Tu bossais du matin jusqu'au soir. À côté, tu faisais ton diplôme. Et c'est quoi le déclic où tu t'es dit, maintenant, je vais devenir entrepreneur en même temps? Je t'avoue que le déclic, alors, moi, j'ai eu une carrière en institution. J'ai été formée, j'ai eu des mentors et que je remercie aujourd'hui. Après, en 2016, je suis partie, on s'est à l'amiable de la banque. J'ai dû partir parce qu'ils m'offraient l'opportunité. Ils voulaient que je parte au Qatar et que je reste au Qatar. Moi, le problème, c'est que je ne pouvais pas partir encore. J'avais des obligations en Angleterre. Donc, je leur ai dit, je ne peux pas partir. Donc, on s'est accordé à l'amiable. J'étais quand même restée plus de 7 ans là-bas. Et donc, je suis restée. Et là, tu vas rigoler, mais une anecdote, c'est que moi, ce jour-là, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je considère que quand on est dans une zone de confort, c'est plus difficile de s'en sortir. Je préfère être dans l'adversité et c'est là que je vais me battre et que je vais atteindre mes objectifs. Bon, j'ai pas le choix. Pas le choix. Moi, j'ai pas été à Pôle emploi pour avoir quelque chose pour m'aider. J'ai dit non. J'ai appelé mes parents. On a fait un vidéo call avec toutes mes sœurs et je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, je travaille plus dans la banque. Donc, j'ai 2 choix. C'est soit je recherche un autre travail dans une institution. J'ai les diplômes requis, donc il y aura pas de problème. En tout cas, on verra. Ou soit je me lance dans l'entrepreneuriat. Et là, j'ai dit à mes parents, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Et mon père me disait, mais tu vas faire quoi? Je lui dis, c'est simple. Toutes les expériences que j'ai pu avoir m'ont permis d'acquérir des compétences. J'étais formée en droit français, en droit anglais, en finance. Tu sais, j'étais autorisée, j'ai eu en fait l'agrément de l'autorité de régulation financière en Angleterre puisque j'interagissais avec les clients. L'équivalent de l'AMF. Exactement. Okay. Donc j'avais toute cette expérience et surtout, j'avais remarqué durant toute mon expérience professionnelle que les clients n'avaient pas forcément des solutions qui étaient adaptées à leurs besoins. J'avais remarqué ça. Et je me suis dit, moi, je vais faire les choses différemment. Moi, je vais leur proposer des solutions qui sont sur mesure. En plus, moi, c'est un cabinet à taille humaine. Je suis une personne pour qui les rencontres humaines, les relations authentiques sont importantes. C'est pas que du business. Ouais. Mais c'est vrai, moi, je l'ai remarqué parce que, tu sais, durant des années, je travaillais beaucoup avec les avocats, juristes. J'ai même intégré dans mes sociétés un cabinet, une ancienne de PwC, qui était chez nous. Et c'est vrai que, je te l'avais dit d'ailleurs la première fois, c'est rare de voir des avocates ou des avocats qui ont déjà la fibre entrepreneuriale, qui comprennent le business. Et ça, tu le remarques tout de suite. Oui. Tu vois, entre entrepreneurs, on le remarque. On remarque tout de suite. T'arrives à comprendre les besoins de l'entrepreneur, etc. Ça. Il y a une flexibilité aussi. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on recherche cette flexibilité-là. Pas une rigidité trop juridique. Les avocats, ils sont rigides. Non, mais et tu vois, c'est un peu l'avocat, en gros, qui vient au barreau en mode costard-cravate, il pose ça et il fait son plaidoyer comme ça. Et celui qui est là, il est sur son truc trop rigide, au fait. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une force même pour toi. Mais oui. Ça, on va en parler juste après. Est-ce quel a été ton plus grand défi justement dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, le plus grand défi, et ça, je pense que c'est le défi de grand nombre de personnes, c'est que moi, comme je te l'ai dit, je travaillais en institution, j'ai fait cabinet d'affaires, donc je représentais les sociétés, je représentais des noms déjà existants. Quand tu te lances en entrepreneuriat, t'es Sonia Nsir, même si j'avais développé tout mon réseau. Moi, je faisais beaucoup de conférences avant. Tu sais, j'étais conférencière. On me connaissait, mais Sonia chez telle et telle institution, dans telle et telle institution. Quand je me suis lancée toute seule, il y a eu une descente. Les gens, c'était différent. Quand tu te présentes en tant que Sonia, c'est pas la même chose de Sonia Et ça a été un de mes plus grands défis. Donc, comment dire, il fallait que je me relève, il fallait que je leur montre que j'ai les compétences, il fallait tout recommencer, en fait, concrètement. Mais ça valait le coup. Et là, aujourd'hui, c'est quoi tes différents business? Tu dois nous dire à peu près t'es dans quoi? Alors, concrètement, comme j'ai précisé, moi, je suis de formation et de profession juridique. Donc, je suis une avocate d'affaires. Donc, généralement, c'est ma carte de visite. Quand ma clientèle vient de me voir, généralement, c'est parce qu'ils ont un problème juridique. Ils veulent anticiper des besoins. Donc là, ils s'adressent à moi. Pourquoi moi? Tout simplement parce que j'ai la double compétence. Droit français, droit anglais. Je parle couramment français et anglais. Français et anglais. Et surtout, j'ai une expérience à l'international. Donc, j'ai des bureaux à Dubaï, à Marrakech, à Londres, et j'interviens à Paris. Et moi, au niveau juridique, j'interviens en conseil et en contentieux. Alors, je plaide pour mes clients. Là, cette semaine, j'ai 5 audiences, tu vois. J'interviens en conseil, beaucoup en conseil. Alors, la majorité de mon travail, 80%, 85%, c'est du conseil.
D'accord? Conseil, ok. Du conseil juridique, négociation de contrat, rédaction de contrat, structuration aussi fiscale, structuration Donc, juridique. l'entrepreneur vient te voir. Oui. Et pour faire simple, tu lui règles ses problèmes. Complètement. Et j'anticipe même ces problèmes. Voilà. J'arrive à, moi-même qui suis entrepreneur. Voilà, il veut faire un contrat, un pacte d'actionnaires. Il a un litige que juridique. Ce soit en anglais, en français, droit français, voilà, tous les. Tu lui règles son problème. Voilà, on va dire ça. Et ça, c'est ce qu'on veut, nous, en tant qu'entrepreneur. On veut faire un contrat où on a un litige avec une institution ou un fournisseur ou un client ou autre. Complètement. Voilà, on veut avoir une personne qui nous blablate pas. ça, c'est important. Une personne compétente. C'est ça. Qui peut résoudre le problème, et en même temps une personne avec qui il y a une certaine relation, dans le sens où c'est pas seulement du financier. Voilà. C'est ça, c'est les relations humaines. En fait, on doit être comme ça. Ouais, après, parce que c'est une vocation d'être avocat. Tu sais, c'est pas, on peut pas faire que pour de l'argent. Et aujourd'hui, tes clients, c'est qui? La majorité de mes clients, c'est des sociétés, des startups, des dirigeants d'affaires. Ça, j'en ai vraiment tout le temps. J'ai des gros industriels français. J'ai des sportifs professionnels. C'est vrai que j'ai une casquette footballistique. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors je t'avoue que c'est assez étrange, mais mon premier client, c'était dans le football. J'ai fait le premier pas dans le football quand j'ai créé ma société. Alors, pour que nos amis comprennent un petit peu tout ça. Donc, si je comprends bien, voilà, t'as un panel de clients, mais t'as une anecdote particulière avec justement le monde footballistique. Alors, parce que c'est un monde quand même, c'est compliqué de rentrer dans le foot professionnel. C'est très compliqué quand on est une femme, quand on est voilée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour que l'audience puisse comprendre un petit peu ton parcours et montrer justement toutes ces étapes-là par lesquelles t'es passé, justement ce monde de football qui est fermé. C'est un monde qui est très fermé. Tout le monde ne peut pas rentrer dans ce monde-là, le foot professionnel. Comment toi, justement, t'as pu aujourd'hui accompagner des footballeurs professionnels? Alors, je t'avoue que ça a été du réseau. Alors, c'est un peu, c'est que du réseau. Ma vie, c'est du réseau. En fait, on m'a présenté telle et telle personne qui a fait qui a chamboulé ma vie, entre guillemets. Et le football, alors moi, j'aime le football, j'ai toujours aimé le football. Bon, je regarde la Coupe du Monde, hein. Mais je connaissais pas, j'ai pas fait du droit du sport, je n'ai pas fait ces choses-là. Mais sache une chose, c'est qu'en droit, tout est lié, c'est les relations contractuelles, il y a toujours un contrat quelque part, de toute façon. Et donc, le football, c'est ça. C'est la relation contractuelle avec le club, avec le foot, avec l'agent, avec les sponsors. Donc voilà. Donc, ma valeur ajoutée, elle était là. J'ai rencontré, en fait, un agent sportif qui est très reconnu, en fait, dans le milieu du foot. Et, donc, on s'est rencontrés. Il avait besoin, il avait besoin, en fait, d'aide au niveau juridique. Et c'est là que j'ai fait mon premier pas, dans ce milieu. Donc, je l'ai accompagné pour tout ce qui est révision, rédaction de contrat. Et c'est là que j'ai commencé à me former. Parce que ça, c'est une chose. Et ce que je dis à tous les entrepreneurs. Et justement, comment t'as réussi à approcher ces footballeurs? Est-ce il y a des footballeurs? Est-ce que tu peux nous donner, des petits noms, ou c'est... Alors, malheureusement, je ne peux pas, parce que tu sais... Ou au moins dans quelle équipe ils ont joué, peut-être. Je peux pas parce que ce serait trop facile pour les retrouver. C'est juste qu'il faut que tu saches que si je suis avocate et que l'ensemble de mes clients, c'est la discrétion. En fait, ce qu'ils aiment aussi chez moi, c'est ce côté-là. Après, juste pour te dire, c'est des footballeurs de première ligue. Les agents, c'est des agents sportifs. Football français, anglais. En français, anglais. Je veux pas donner plus de détails. Ouais, français, les amis. Anglais. Je travaille pour vous, les amis. Oh, mettez un like en dessous. Français, mettez un like. Anglais. Mais j'aime le monde du foot. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un monde fermé, mais c'est un monde qui a besoin d'avocats, qui a besoin de juristes, qui a besoin d'un entourage, d'un vrai entourage. Et ça, je l'ai compris très tôt. Et c'est vrai que les footballeurs, parce que je m'étais un peu renseigné sur ce monde-là, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple, ils sont pas éduqués, même financièrement, juridiquement, etc. Et donc, ils arrivent dans un monde un peu de requins. Bien sûr. Et il y en a, entre guillemets, c'est comme si, je veux pas dire ils sont exploités, mais ils pourraient avoir des contrats plus intéressants s'ils étaient mieux accompagnés. Alors, mais complètement. Non, mais vraiment complètement. Alors, CF, le cas, Anelka, à l'époque. Non, mais bien sûr. Mais regarde, les footballeurs, eux, leur mission, c'est de bien jouer au foot. Tu sais que c'est très stressant pour un footballeur. Il faut qu'il soit au top physiquement, il soit au top mentalement, il faut qu'il soit au top sur le terrain. C'est très dur. Être footballeur, c'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment très difficile. Il peut pas s'occuper du côté juridique, de tout le côté administratif, le côté financier, mais par contre, il gagne de l'argent. Donc, moi, je conseillerais tous les footballeurs d'être accompagnés d'une équipe. Une équipe qui s'occupe du juridique, qui s'occupe du pôle investissement, qui s'occupe du marketing. Il y a vraiment des pôles, ils en ont besoin. Ils peuvent pas le faire tout seuls. Donc toi, aujourd'hui, tu les conseilles directement? Ah oui, je les conseille directement. Mais ça s'est fait étape par étape, bien entendu. C'est que, tu sais, un footballeur, il faut gagner sa confiance également.
comme un agent, comme un chef d'entreprise. Certes, j'ai les compétences, mais est-ce que j'ai les bonnes compétences qui vont atteindre les objectifs que eux ils se sont fixés, tu vois? J'ai dû faire les choses étape par étape, faire mes preuves. Et aujourd'hui, oui, je suis dans le football depuis 2016, oui. Est-ce que les footballeurs, par exemple, ils vont te reconseiller à quelqu'un d'autre? Alors, c'est exact. Alors, tu sais, regarde, ce qui est incroyable, c'est comme tu le sais, c'est mon premier podcast. Ouais. Je n'ai jamais marketé sur mon business. Dynasty House Consulting, qui est le nom de ma compagnie, je n'ai jamais fait de marketing. Moi, ça a toujours été du bouche à oreille. Ma clientèle, je l'ai toujours eu via du bouche à oreille. C'est comme ça. Et je pense que c'est la meilleure des références. C'est la qualité qui parle pour toi. C'est ça. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bah oui, Inch'Allah, il n'y a pas de raison. Les footballeurs, de toute façon, c'est comme les entrepreneurs. Lorsqu'on a une problématique et on trouve un bon expert comptable ou un bon avocat ou un bon fiscaliste, etc., eh ben, on se fait tourner les bons plans. Bah, c'est ça, mais tu sais que c'est important en plus de se référer les bonnes personnes et telle personne, ouais, celle-là, elle est forte pour tel problème. Cette personne, elle est forte pour tel problème. Ouais, c'est vrai. Et le plus important, si tu l'as testé, c'est encore mieux. Et c'est vraiment ça. Donc, ça a été que du bouche à oreille. Est-ce que tu as une anecdote à nous donner justement sur les footballeurs que tu as pu rencontrer ou autres qui t'a vraiment marqué sur ce monde-là? Est-ce que ce monde-là qui est... Alors, comme anecdote dans le football. Parce que les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'ils voient ce monde-là un peu de leur télé, etc. Mais c'est vrai mais quand on est dans l'intérieur, dans le moteur... Alors, il faut savoir que ce monde, c'est du travail, hein, c'est du business, c'est un monde d'argent, c'est un monde d'hommes, ce n'est pas un monde de femmes. Donc, en termes d'anecdotes, j'en ai plein. Ouais. Mais je pense qu'une des anecdotes qui était intéressante, c'est la première fois que je suis partie au club de Lille ou au club anglais. La surprise quand je suis arrivée. Ils étaient surpris. Quand je vais discuter ou quand on va discuter avec un président de club, c'est marrant parce qu'en Angleterre, ils ont ce côté business. Quand ils me voient, ils font même pas attention. Que je sois voilée, que je sois une femme, il y a aucun problème. Je viens pour mes compétences, je suis là pour représenter mon client. Il y a aucun problème. Je n'ai jamais eu aucun problème de ce côté-là. Quand je suis venue en France, ça a été tout de suite très surprenant. En fait, vraiment, tu ressens. Après, je sais pas si c'est lié. Je pense qu'on est conditionné aussi d'une certaine manière. Mais je pense que c'est un milieu, comme tu as pu le dire, c'est un milieu d'hommes, c'est un milieu de pouvoir, c'est un milieu d'argent, c'est un milieu qui est fermé. Ils sont étonnés quand ils te voient justement. Ah, bien sûr. En fait, on ne comprend pas qui je suis. Moi, je suis avocate, c'est ma carte de visite, et c'est aussi mes compétences. Il y a des footballeurs justement, ils sont contents, ils t'ont encouragé en disant c'est bien justement. Alors, je t'avoue qu'il y avait une fois quand j'ai commencé tout au début, il y avait un footballeur qui m'avait rencontré qui était surpris. Il me dit mais je sais pas s'il va se reconnaître, mais il me dit je savais pas quand on était voilé, on pouvait travailler. Ah, j'oublierai pas cette phrase. Il me dit t'es avocate, tu peux être avocate voilée. J'étais surpris, vraiment surpris. C'est vrai qu'on a un stéréotype, tu vois, c'est fou, hein. Genre, en gros, t'es voilé, donc ou barbu ou autre, forcément, t'as un petit niveau, tu vois. Mais tu sais que ce qui est intéressant, tu sais qu'au barreau de Paris, il y a énormément de filles voilées. Quand je suis arrivée pour faire mon équivalence, moi j'étais avocate anglaise, donc c'est pas la même chose. J'arrive, je dois faire mon équivalence à Paris, on doit passer des matières et j'ai rencontré donc la personne qui était en charge pour l'équivalence. Et ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit vous savez, maître Ensir, il y a beaucoup de filles voilées ici à Paris. Et il était vraiment très, il me disait ça de manière, voilà, genre c'est tout à fait normal. Vous venez d'Angleterre, mais ici, je dis ah bon. J'étais assez c'est vrai que j'étais surprise. Je dis ah bon. Il me dit ah oui, j'en ai tout le temps, moi, des filles voilées qui sont avocates. Genre c'est incroyable. Et toi, prête serment. C'est quelque chose que on pense que c'est pas commun, mais ça l'est. Il y a beaucoup de sœurs qui étudient, qui font des études supérieures. De plus en plus. Et il y a énormément de sœurs aujourd'hui qui sont entrepreneurs. Beaucoup. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Les mœurs, elles ont changé. Et donc, pour que justement, on suit un petit peu ton parcours, parce que machallah, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y a l'étape footballistique. C'est ça. Dans laquelle tu accompagnes les footballeurs, tu les conseilles. Les agents aussi, les clubs aussi. Les agents, les clubs, soit au niveau juridique, investissement ou autre. Exactement. Tu protèges leur intérêt, en fait. Je protège juste leur intérêt dans les différents domaines. C'est hyper important parce que combien de footballeurs, tu sais, il y a une étude qui est sortie, qui est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. C'est les personnes qui sortent des milieux sportifs, qui n'ont pas eu d'éducation financière et qui ne sont pas accompagnées. 5 ans après la fin de leur carrière, ils font faillite. Mais c'est dur. C'est incroyable. Mais tu sais que tu te rends compte, et c'est qu'ils sont pas préparés. En fait, quand tu as un certain niveau de vie, tu as des besoins, et tu payes, tu consommes. Quand tu n'as plus d'argent, quand tu vas plus recevoir ton salaire, mais comment tu vas faire pour pouvoir obtenir le même niveau de vie, pour pouvoir avoir le même niveau de vie, il va falloir que tu aies investi énormément d'argent. Parce que malheureusement, pour obtenir des revenus passifs qui sont à la hauteur de ce que tu gagnais,
c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place, mais qui est là depuis. Moi, je pense et je conseillerais à tous les footballeurs dès le départ, tout jeunes et qui se lancent dans le professionnalisme, il faut dès le départ qu'ils ont un projet, qu'ils sont entourés de financiers. Une bonne équipe, comme tu l'as dit. Ah non, tu sais, c'est mon expérience. Hein. Je suis pas quelqu'un qui parle pour rien dire. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le football, dans ce milieu, que ce soit au niveau juridique, au niveau investissement, au niveau immobilier, au niveau conseil, dans la globalité. Non, il faut vraiment être entouré. Et nous, tu vois, avec nos clients, ce qu'on fait avec moi et mon mari, c'est que on pense toujours à l'après-carrière de nos clients. On se dit, voilà, on leur conseille toujours. Là, tu es là, tu gagnes du temps. Ils arrivent à le comprendre, ça? Parce que des fois, ceux qui sont dans le football, des jeunes, etc. Ah oui, parce que tu penses à ceux qui sont très jeunes, mais ceux qui sont proches de fin de carrière. Ils ont quand même, tu sais, la jeunesse, ils ont de l'argent pour eux. Jamais je vais devenir pauvre, ça y est, j'ai réglé le problème financier et ça peut être difficile de leur faire entendre raison. Dur. Moi, j'ai connu des histoires où des footballeurs ont investi de l'argent, par exemple, dans des sociétés de location de voitures de luxe, etc., qui regardent même pas, ils font des investissements comme ça, tout va dans des appartements sans même calculer la rentabilité ou quoi que. Mais c'est exactement ça, parce qu'ils sont mal entourés. Ou quoi que ce soit. Donc, c'est hyper important. C'est vraiment, vraiment, c'est très important pour eux parce qu'ils sont, je dirais pas vulnérables, mais ils n'ont pas les connaissances. Eux, ils sont bons dans le foot et c'est tout à leur honneur. Mais le reste, tu sais, il faut les sachants. Moi, pour moi, le conseil que je donnerais, est-ce que, je sais pas si tu connais le livre L'homme le plus riche de Babylone. Dans ce livre, en fait, il dit clairement que la plus grosse erreur que les personnes font, et c'est pour ça qu'ils perdent de l'argent, c'est qu'ils demandent conseil à des personnes qui n'ont pas du tout l'expérience, l'expertise dans le domaine requis. Mais c'est vrai, on a tendance à faire ça. Déjà parce qu'on veut pas payer. Ouais. Parce que en plus on se dit il connaît un peu. Mais tu sais, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Tu sais, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Moi, par exemple, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, je me rappelle encore, je devais faire un contrat. J'ai fait appel à un juriste et le juriste il m'a dit faut payer 50 €. Pour moi, c'était genre 50 € pour écrire. Tu sais, j'avais un état d'esprit où en fait on nous a pas préparé. À l'époque, je me disais, un contrat, il y a juste l'écriture, quoi. Ouais, il y a rien d'exceptionnel. En fait, il y a des gens qui sont éduqués à l'entrepreneuriat et qui comprennent comment fonctionne l'entrepreneuriat. Et il y en a d'autres, ils vont prendre des décisions en se disant, je vais économiser un peu là, mais à la fin, ils vont perdre beaucoup plus. Et là, ils vont venir vers toi. Comment je fais pour régler le problème maintenant qu'il est devenu comme ça? Mais tu sais que ça, c'est notre vie, les avocats. On vient toujours régler les problèmes. Même dans les startups, tu sais, des startups où le pacte d'associés n'a pas été fait correctement. Où le comptable t'a rédigé tes statuts, mais qui t'a même pas... Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de comptables aujourd'hui qui font le travail d'un avocat, mais il ferait mieux il faut pas non plus tout faire, parce qu'il y a des choses... Tu sais qu'il y a des personnes qui font des contrats de financement. T'as des comptables qui font des contrats de financement pour des clients. Moi, il y a un de mes clients, il me dit, oui, mon comptable me l'a fait. Ah bon? Un contrat de financement, d'accord. Obligataire, des trucs, il faut des connaissances juridiques. Des choses techniques. Bon, c'est vrai qu'à maintenant, à ChatGPT, tu vois, ça donne des ailes. Ça donne des ailes à un peu tout le monde. Non, c'est pas mal, ça te permet de bien écrire. Par contre, avant, on avait un problème. Non, mais là, les syntaxes, elles sont magnifiques. Mais faut faire attention. Lorsqu'on rentre dans des sujets comme des contrats, des packs d'actionnaires, etc., qui peuvent, par exemple, j'avais lu une anecdote, une start-up, dans le pacte d'actionnaires, les start-upers, ils s'étaient pas protégés, les fondateurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la société, elle a été reprise par un fonds et le fonds a réussi à les faire sortir. Bien sûr. De base. Mais bien sûr. Mais donc, les fonds, tu sais, parce qu'en fait, il faut avoir une vision. En tant qu'entrepreneur, il faut pas avoir une vision court terme, il faut avoir une vision sur du long terme. Donc, il faut prévoir. Là, aujourd'hui, tout va bien avec tes associés. Mais demain, tu sais pas comment ça va se passer. Et tu sais même pas comment ton business va se développer. Donc, il est vraiment très important de tout fixer dans le pacte d'actionnaire, de tout fixer, de prévoir tous les scénarios. Mais ça, c'est un état d'esprit à avoir. Et c'est aussi de l'expérience. Moi, j'ai eu des boîtes où j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je me dis, après coup, j'aurais dû faire appel à des pros. Ouais. Parce que je me suis dit, peut-être je peux le régler moi-même, ou j'ai écouté des personnes qui étaient, comme tu l'as dit, pas très compétentes. Et c'est vrai, hein. Et malheureusement, c'est pour ça, c'est l'un des buts de Muse Incubator, c'est justement aussi de créer ce réseau-là, parce que le réseau pour toi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important ou pas? Ah, ça a été toute ma carrière, non, vraiment. Et tu sais, je l'ai pas assez développé, mon réseau. C'est quoi l'importance que tu dirais aux gens qui sont là, pour eux, le réseau, quand on parle de réseau, c'est vraiment avoir du contact. Donc, avoir des personnes compétentes autour de soi, etc., ou des personnes de contact. Bien sûr. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en place? C'est primordial. C'est primordial. Et tu sais, même à mes étudiants avant, je me souviens, à l'université de Dauphine, je leur disais, vous avez mon adresse email, en toute humilité. Demandez de mes nouvelles. Tous les ans. Vous êtes des étudiants aujourd'hui. Demandez de mes nouvelles. Peut-être que moi, ce jour-là, je rechercherai je rechercherai tel poste, une personne. Un petit tips. Non, mais tu te rends compte que dire ça à des personnes qui sont à l'université de Dauphine, quand même, qui ont été formées, qui ont été
Mais pour eux, ils comprenaient pas quand je leur disais ça. Je leur disais, mais je suis partie de votre réseau maintenant. J'ai été votre professeur. Je suis une professionnelle. Le réseau est trop important. Et ça a été toute ma carrière, comme je te l'ai dit. Toute ma carrière, ça a été que du réseau. Tu sais, nous, on nous a pas éduqués à ça. Ah non, mais moi, pareil. Mais pas du tout. Tu sais, c'est dommage parce que c'est vrai que dans la communauté, on a tellement de force, tabarakallah. J'ai vu tellement de frères et de sœurs avec des beaux projets, de la synergie, des choses vraiment intéressantes, mais ça reste toujours, tu sais, chacun, il est dans son coin. Et c'est une réalité qu'on a aujourd'hui. Alors que tu vois, par exemple, dans d'autres communautés, ils créent des groupes entre eux, ils s'échangent, t'as des groupes BNI, etc. Ouais, voilà. T'as plein de groupes. T'as des groupes de réseaux. Ils se fédèrent. Oui, mais nous, en tant que musulmans, où aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une certaine éthique, on a une certaine valeur qui nous pousse justement à apporter ce qu'il y a de meilleur. Eh ben, tu sais, chacun, il fait son truc de son côté. Et ça, justement, c'est pour moi l'un des objectifs aussi de Muse Incubator, c'est de réunir ce niveau-là et faire en sorte de faire quelque chose de beau avec. Parce que aujourd'hui, comme tu l'as dit, le réseau, c'est hyper important. Regarde, demain, quelqu'un a besoin d'un avocat d'affaires. Voilà, parce qu'il a des affaires importantes à régler, une start-up ou une société ou je ne sais quoi. Il va faire appel à un expert comptable qui va lui dire, ah, je peux te régler ton problème. Alors que, tu vois, dans le réseau, tiens, on a une avocat d'affaires qui peut gérer tes affaires. Demain, on a besoin, par exemple, d'un entrepreneur pour régler une certaine problématique, ou un fournisseur, ou des compétences particulières, ou des prestataires particuliers. Aujourd'hui, c'est où que tu les trouves? Ben oui, mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. Et c'est compliqué. Pourtant, entre entrepreneurs, on le fait. Moi, demain, quand j'ai besoin, par exemple, vu que j'ai vécu des années au Maroc, si je cherche, par exemple, un call center, pardon, un centre d'appel pour faire du marketing, eh ben, je sais qui appeler. Je sais comment. Tu sais comment faire. Voilà, je sais comment faire. J'appelle, ok, etc. J'ai besoin d'une mission. Est-ce que tu peux me mettre des agents? Ok, envoie-moi le cahier des charges. J'envoie le cahier des charges. L'affaire, elle est réglée. Mais quelqu'un d'autre, il voudrait faire ça. Il va aller au Maroc. Il va se casser la tête. Il va rentrer dans un call center. Il va dire, oula. Exactement. Ce que tu vas offrir avec Muse Incubator, c'est un one-stop service. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir trouver chez toi tout ce dont ils ont besoin concrètement, un accompagnement pour tous leurs besoins. C'est ça l'objectif. Comme toi aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs au niveau juridique, au niveau de leur carrière, au niveau de l'investissement, les footballeurs. Moi, l'objectif, c'est de faire ça au niveau des startups, au niveau des entreprises à fort potentiel. Et justement, c'est pour ça, tu es aussi dans l'aventure Muse Incubator avec nous, machallah. Et justement, aujourd'hui, on va, pour rentrer dans un peu les données qui sont importantes, est-ce que aujourd'hui, tu penses que un accompagnement ou un financement, il t'aurait aidé à aller plus loin et plus vite? Est-ce que pour toi aujourd'hui, l'accompagnement et le financement donc d'une entreprise, toi qui es dans ce monde-là, qui évolue avec les entrepreneurs, les startups, etc., tu as dû voir beaucoup de startups, des levées de fonds. Encore vu aujourd'hui. Voilà, tu vois, tu as dû participer à des levées de fonds. Je fais des levées de fonds. Voilà, des levées de fonds, tabarakallah, du financement. Est-ce que aujourd'hui, le financement et l'accompagnement, c'est des choses qu'on peut dissocier? Ça, c'est une question qui, pour moi, elle est importante parce que, juste pour te remettre dans le contexte, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font des levées de fonds, ils font du financement, ils mettent en relation des personnes qui ont besoin de fonds avec des start-upers, etc. Mais il n'y a pas ce côté accompagnement des entrepreneurs qui font que ils ont de l'argent, ok, s'ils arrivent à l'avoir déjà. Oui, au moins ils ont de l'argent, mais après qu'est-ce qu'ils font avec? Voilà. Est-ce que pour toi aujourd'hui déjà, première question, l'accompagnement et le financement sont importants, et deux, est-ce qu'on peut les dissocier ou pas? Alors moi je pense que oui, l'accompagnement et le financement sont très importants, mais après tout dépend du projet, tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés pour un entrepreneur, mais moi-même qui accompagne en fait ma clientèle dans leurs projets, dans leur développement au niveau international. Je pense que c'est primordial. Il faut être accompagné, mais pas par n'importe qui. C'est ça, en fait, encore une fois. Tu sais, il faut s'entourer des sachants. Il faut s'entourer des personnes qui ont l'expérience, qui peuvent te conseiller et qui peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs. Est-ce que tu connais une structure aujourd'hui qui peut accompagner l'entrepreneur start-up à tous les niveaux? Marketing, commercial, financier, opérationnel, juridique, comptable, stratégie, opération. Non, franchement, je connais pas. En fait, je connais pas, je connais des personnes qui proposent tel ou tel service. Font du consulting. Mais une structure est dédiée à la communauté francophone, Sharia compliance. Non, mais ça, c'est incroyable. c'est unique. C'est unique. Non, et c'est unique et c'est primordial. Tu vois, et la première fois que tu m'as parlé de ton projet, je t'ai dit, c'est ce qu'il nous faut. C'est exactement ce qu'il faut. Mais c'est ça que je me suis dit. Je me suis même demandé, parce que moi, j'ai rencontré tabarakallah beaucoup de gens avec du haut niveau, tu sais, des gens qui sont très intelligents, qui sont en place, qui font beaucoup de projets, etc., qui font des choses pour la communauté. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a pas cet écosystème-là adapté
aux musulmans, ça veut dire selon notre éthique et nos valeurs, pour les accompagner justement, déjà à se développer, 2, à aller chercher du financement, bien sûr, et 3, à développer leur boîte plus que, comme j'ai l'habitude de dire, on est très habitués, nous, dans la communauté, à faire des business physiques, généralement kebab, coiffeur. C'est vrai. Voilà. Et on a du mal à passer un peu le cap technologique, start-up, logiciel, application. Ça commence à venir un petit peu. Mais même lorsqu'on est en France, on parle de la communauté francophone en majorité, qui recherche du financement ou de l'accompagnement, ils vont avoir des structures généralement étatiques ou des structures privées. Mais à partir du moment où tu as même une connotation, ne serait-ce que musulman ou autre, là, déjà, ou même pas, j'ai envie de dire sans même connotation, à partir du moment où tu as un nom qui est une connotation étrangère, comme qui dirais-je, l'accès au financement, il était très compliqué. Moi, je reçois par exemple beaucoup de demandes maintenant avec Muse Incubator de start-upers musulmans qui veulent justement être accompagnés à rechercher des fonds, etc. Et ils me disent, ils ont essayé plein de choses. Ils ont pas, c'est vrai que c'est difficile. C'est pas aussi facile. Est-ce que selon toi, l'accompagnement, il doit être dissocié de ton expertise du financement? Ça veut dire que le financement, c'est une chose et l'accompagnement, c'est autre chose, où il faut que les deux choses soient réunies entre elles pour mettre toutes les causes, toutes les actions pour faire en sorte que le projet fonctionne. Si tu peux avoir les deux ensemble, ce serait idéal, puisque forcément déjà tu connais déjà le projet, tu connais la vision du porteur du projet et tu veux vraiment l'accompagner. Après, dès qu'il aura l'argent, que la levée de fonds elle est faite, tu peux l'accompagner pour qu'il puisse vraiment allouer en fait les sommes au bon endroit et dans les bons départements, dans les différents pôles. Est-ce que toi, ton expérience justement, t'as vu à cause de ça des catastrophes? Est-ce que tu as vu malheureusement Moi, j'ai vu des levées de fonds, ils ont l'argent, ils ont rien fait avec. Mais rien. Mais ils ont levé beaucoup d'argent. Ils sont pas entourés. En fait, encore une fois, c'est toujours le même problème. C'est l'entourage et c'est aussi la volonté d'être entouré et de payer pour cet entourage. Tu vois, c'est ça aussi. De payer pour ses compétences. Donc c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit. Il faut recommencer dès le début. Leur dire, n'oubliez pas, entourez-vous, perdez pas votre temps, écoutez des podcasts sur le mindset, sur l'état d'esprit, ayez une discipline. Non, mais c'est vrai, tu sais, on dit ça entre nous, mais moi, j'ai quand même maintenant plus de 15 ans d'expérience et je rencontre tellement de startups, de sociétés, de dirigeants qui ont réussi, d'autres qui ont connu des échecs. Tout ça, l'entourage est trop important. Tu peux pas te tromper. C'est vrai que l'accompagnement, pour moi, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis en entrepreneuriat, franchement, c'est la donnée la plus importante. C'est trop important. Pour moi, l'accompagnement, c'est la chose qui nous a manqué, nous, personnellement, à travers mes sociétés. Moi, il y a une société où j'ai perdu presque 700 000 €, où ils m'ont pas payé. Les assurances, etc. Tu m'aurais eu à tes côtés. Voilà. Je connaissais pas. On m'a dit, fais une mise en demeure, envoie-la à telle adresse. Ouais, mais parce que... Voilà, je suis arrivé devant le juge. Le juge, il nous a dit, Scucha Alina. Tu vois, il nous a rebooté. Il nous a dit, OK, pour faire simple, l'affaire, elle est classée. Et c'est vrai que cet accompagnement de qualité, faut le chercher. Faut avoir l'état d'esprit. Il faut être prêt à payer pour. C'est ça. Mais les gens ne sont pas éduqués. Ils sont pas formés. C'est-à-dire que même l'entrepreneur aujourd'hui, regarde, tu veux devenir avocate, tu fais un diplôme, t'es formé, tu veux devenir médecin, aujourd'hui, tu veux devenir entrepreneur, c'est 3 clics sur Internet. C'est ça. Et c'est ça le vrai problème. C'est que beaucoup de gens, moi, je l'ai vu à travers les accompagnements, j'ai accompagné des centaines d'élèves et ils me disent, je suis entrepreneur. Tu sais, ils aiment bien dire, je suis entrepreneur. Je lui dis, tu sais ce que c'est un entrepreneur? Je lui dis, toi, en fait, t'exerces une activité entrepreneuriale. Je fais, entrepreneur, c'est pas ça. C'est parce que t'as ouvert un statut auto-entrepreneur. Et ils se pensent autant entrepreneurs, pouvoir prendre leurs propres décisions, etc. Et à la première vague, il n'y a plus personne. Ouais, et ça. Et les gens, ils abandonnent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être enseigné comme on enseigne n'importe quelle autre matière. Mais vraiment, ils devraient le faire partout, même très tôt en collège. Aux États-Unis, ils le font. Mais c'est incroyable que nous, en France, ils le font pas. Parce que la France crée des salariés. Ouais, mais par contre. Ça, faut pas l'oublier. La France, quand t'es entrepreneur, regarde, tu te scratches en France en tant qu'entrepreneur. Limite, bien fait pour toi. T'as voulu sortir du truc. Et tu sais, les autres, ils disent, heureusement, je l'ai pas fait. Non, mais c'est fou. C'est fou. Tu réussis, t'as pas le droit. T'as dû faire quelque chose de bizarre. Il y a une anguille sous roche. Mais tu vois, et etc. Alors qu'aux États-Unis, regarde. C'est différent. Les enfants à 5 ans, 10 ans, déjà, ils créent des business, ils les mettent dans le mindset. Mais regarde, tout à l'heure, j'en discutais avec mon mari, c'est qu'il me disait, regarde, Uber, l'idée, elle a émergé à Paris, en France. Tu sais que l'idée a émergé en France, qu'ils ont regardé les taxis parisiens, ils ont dit, mais c'est quoi ce problème? Pourquoi ça n'a pas été fait en France? Ça n'a pas été fait en France. Pourquoi? C'est la mentalité. Ça a été fait aux États-Unis. Parce que imagine si Uber avait été en France, tu crois vraiment
qu'en France, ils auraient facilité Uber? Ben, on l'a vu. Moi, j'avais des sociétés de transport. Ça a été extrêmement compliqué. D'ailleurs, moi, une de mes sociétés de transport, j'avais prévu de monter à plus de 100 véhicules sur toute la France, tabarakallah. Oui, et elle a été bloquée par la loi Grand Guillaume, qui a été poussée par les taxis. Donc, in fine, moi, j'avais recruté des centaines de chauffeurs. Je leur ai dit, les gars, c'est fini. Je peux plus, tu vois. Et in fine, en France, c'est vrai qu'on a ce côté, on pourra en rediscuter autour d'un autre podcast, mais c'est un sujet qui est important, qui mérite qu'on y mette le temps. Mais c'est vrai que le côté entrepreneurial en France, VS le côté salarial, quand t'es salarié, t'as une protection. Quand t'es salarié, t'as des droits. Quand t'es salarié, t'as toujours raison. Quand t'es entrepreneur, t'as le fisc. Quand t'es entrepreneur, voilà, tu te fais déjà, on parle même pas de faire de l'argent. Ouais. Déjà, il te facilite l'ouverture de la boîte. Ouais. Voilà. Tiens, comme ça, déjà, tu récupères plus la TVA, t'es auto-entrepreneur. Ils comprennent même pas tout ça, tu vois. Déjà, tu récupères pas la TVA, tu payes tout. Et en plus, t'es imposé sur chiffre d'affaires. Ils sont très forts. Ouais, mais c'est pour ça que il faut se former, à mon sens, parmi les bonnes personnes. Et justement, chez Muse Incubator, on vous a préparé un super programme de formation. Vous inquiétez pas. Ok. Est-ce que aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vision de l'entrepreneuriat féminin, parce que tu représentes aussi l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu as rencontré justement, je pense que oui, des difficultés, mais quelle a été la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que femme dans ce domaine-là? L'entrepreneuriat, le business, etc. En tant que femme. Alors, en tant que femme, sache déjà, avant que je devienne entrepreneur, déjà en tant que femme dans ma carrière, j'ai senti que j'étais une femme. Voilà. Quand je suis arrivée en banque d'affaires, tu sais, moi, j'étais en contact avec toute la clientèle du Moyen-Orient et de l'Europe. Et mon supérieur hiérarchique me dit, Sonia, c'est toi qui vas être le principal contact, mais à tous les rendez-vous, tu viendras avec un homme. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce carrément. Ah, quand vraiment? Mais on me dit ça de manière très directe. Normal. Et on m'a dit, oui, parce que, en fait, c'est simple. C'est des décisions qui vont être prises, des décisions d'argent, c'est des décisions importantes. Non, mais imagine. Il faut qu'un homme soit avec toi parce que pour prendre ces décisions. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Alors que moi, avec tout le background que j'ai, côté toutes les compétences, c'est là que j'ai compris, et j'étais jeune, donc j'ai compris, parce que donc je suis une femme, donc il faut que je souris, que je détends l'atmosphère parce qu'on parle d'argent, mais que j'ai mon collègue masculin qui est là et qui va parler des choses sérieuses. Donc c'était ça, concrètement. Après, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, quand je suis devenue entrepreneur, je suis toujours une femme, donc on est entrepreneur, là, les choses étaient différentes. On m'a jamais renvoyé ce côté-là en me disant, oui, là, t'es une femme, donc tu dois rester à ta place ou quoi que ce soit. Pas du tout, jamais. J'ai jamais eu ça avec ma clientèle, donc je pense que, paradoxalement, j'ai eu une très bonne expérience, mais par contre, c'est moi-même toute seule. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai senti que, notamment dans le football, que j'avais besoin d'un homme à mes côtés. Qu'être une femme dans le football, dans le monde des affaires, malgré les compétences que j'ai, c'était peut-être pas suffisant. Il fallait quand même que j'ai on va dire un homme à mes côtés pour pouvoir développer les choses dans le football, et c'est ce qui est arrivé. Et tu sais que mon mari, qui était à la base mon partenaire, est devenu mon partenaire de vie. Lui a changé la donne dans ma société, dans le football. Vraiment, dans le football, il a changé toute la donne. Après, je suis... Et tu penses que c'est dû à quoi, ça, en fait, justement? Je sais pas. Ça leur donne plus confiance et... Je pense que oui. Je pense que quand c'est une question d'argent, on veut parler avec un homme. Je sais pas. Après, peut-être que j'aurai des détracteurs, ils vont envoyer des commentaires, c'est du n'importe quoi. Mais je t'assure que c'est l'expérience, ou du moins, c'est le feeling, c'est le ressenti que moi, j'ai eu. Ouais. Quand c'est une question d'argent, les hommes préfèrent parler avec des hommes. Et pourtant, il y a des femmes aujourd'hui qui ont atteint des objectifs incroyables. Il y a des femmes entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent, qui ont, même en banque d'affaires, quand on était en banque d'affaires, qui atteignaient des objectifs financiers incroyables. Mais je sais pas comment t'expliquer le sentiment que j'ai, que ce soit en institution ou que ce soit en entrepreneuriat. En fait, c'est vraiment ancré. C'est les mœurs. Mais ça a changé, ça commence à se développer. Ouais. Regarde, tu sais, les femmes de pouvoir aujourd'hui, elles ont toutes les cheveux courts, elles sont masculines. Ce qui est marrant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Les femmes aujourd'hui, influenceuses, etc., les femmes qui réussissent, qui sont entrepreneurs, elles sont très féminines. Ça a changé, alors qu'à l'époque... Mais tu sais que c'est aussi un état d'esprit, hein. Moi, par exemple, j'ai jamais eu cet état d'esprit de me dire, puisque c'est une femme, elle a pas de niveau. D'ailleurs, je me disais au contraire. Généralement, une femme, elle a été bien dans les études. Elle est attentive aux détails. Voilà. Moi, dans mes boîtes, 80% de mes salariés, c'était des femmes. Mes managers, c'était des femmes. Tu vois. Pour te dire un petit peu. Au contraire, je me dis, chaque personne, au fait, il faut regarder ce qu'elle peut t'apporter. Complètement. Tu peux avoir une personne qui a un niveau de fou,
Elle va t'apporter énormément d'expérience. Et ça revient aussi à l'humilité. Faut savoir être humble. C'est ça. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est un état d'esprit. Bah oui, les mœurs, elles changent. Ouais. Elles changent dans les mœurs. Hein. Mais je sens il faut que ça travailler. change. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu, petite anecdote, c'est vrai que j'ai connu une fois une personne, un frère, qui avait une société. Et nous, on essayait de faciliter la communauté, les sœurs de venir bosser chez nous, etc. D'accord. Et ce frère-là, il me dit, moi, dans ma boîte, au fait, quand les clients viennent, je dis aux sœurs de sortir. Tu vois, limite, je leur dis de sortir. Et tu sais, moi, je comprenais pas, en fait. Je dis, comment ça, elle sort? Ah, faut pas qu'elle soit là et tout. Le client, t'as vu, c'est des Français, ils veulent pas. Je lui dis, mais si on réfléchit comme eux, si on leur fait plaisir à ces gens-là, je fais in fine. Regarde, pourquoi on se met dans un état d'esprit en bas? Moi, au contraire, j'ai toujours été fier de montrer ce côté-là. Moi, j'ai eu même un garage. Je mettais du Coran dedans. Dans le garage, on est venu me voir en me disant, mais Hadi, un garage où il n'y a pas des posters, c'est pas un vrai garage. Je leur ai dit, si t'es pas content, tu peux partir. Et on a toujours su mettre en avant nos valeurs, sans écraser les autres, sans manquer de respect aux autres, mais en affirmant, on est là. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on devrait justement se soumettre à ce que leur vision voudrait, alors que nous, on n'a rien à se reprocher. Et tu vois que même chez les musulmans, on a ce côté-là. Parce qu'on est conditionné. Tu vois, c'est fou quand même. Moi, dans mes boîtes au Maroc, j'ai eu une boîte au Tabarakallah, un centre d'appel, il y avait plus de 150 positions. J'ai mis en manager des sœurs. Donc, Gilbeb, etc. Pour la compétence. Parce qu'elles géraient bien, elles sont sérieuses. C'est la réalité. Si je devais dire la réalité, Sonia, il y aurait pas trop de. Et là, ils vont pas être contents. Hein. Mais je vais te dire, j'ai travaillé avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Okay. Je peux te dire qu'aujourd'hui, si je refais une boîte, 80%, je vais prendre des sœurs dedans. C'est pas pour rien. Je le sais, je parle en réalité. Je suis entrepreneur. Je regarde mon intérêt. Oui, c'est l'intérêt, les objectifs. Et c'est vrai, ces sœurs-là, on m'a dit, mais pourquoi tu as mis ça? Ils sont sérieuses. Elles travaillent. Le dossier, il est fait en temps et en heure, etc. Donc, tu vois, au contraire, je pense que la femme, elle a énormément de choses à apporter à partir du moment où chacun, il sait se placer là où il faut. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais que moi, tu vas trouver ça étrange, mais moi, la majorité de ma clientèle, ils sont pas issus de la communauté. Et ils n'ont jamais eu aucun problème avec le fait que je sois une femme voilée. Mais vraiment jamais. Même en rendez-vous, je n'ai jamais eu aucun problème. C'est fou que c'est même intégré chez les frères. Parmi certains de nos frères de la communauté, ou même les sœurs, ils se restreignent eux-mêmes. Mais c'est une attitude. Quand ils se présentent à un rendez-vous, moi, car je suis voilée, je suis une femme. Quand je viens dans un meeting, quand je rencontre un client, je suis Sonia avec mon background, avec mes compétences. Je suis avocate. Je viens pas avec ma femme. Je sais pas, je m'identifie pas comme ça. Je suis musulmane, c'est moi, c'est personnel, mais c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour le travail. Et je pense que c'est l'attitude qui est importante. Et un client, quelle que soit sa communauté, la communauté à laquelle il appartient, quelle que soit sa confession, lui, ce qu'il cherche, c'est du business. Lui, il veut juste trouver la personne compétente qui va lui permettre de gagner du temps, d'avoir des résultats. Ouais. Que tu sois voilé, pas voilé, je sais pas moi, quel que soit. C'est vrai, mais tu sais, moi, dans mes boîtes, je faisais monter les managers à partir des personnes que je recrutais. Donc, je leur disais aux gens, tu as ta chance comme n'importe qui. Et 1 an, 2 ans plus tard, tu voyais telle personne manager. Avant, elle était rentrée seulement en tant que secrétaire. Elle est passée manager, etc. Lui, il est rentré seulement en tant que personne service client. Il est devenu responsable service client. Moi, je pars du principe, mais en même temps, tu sais, l'éducation, elle joue beaucoup. Hein. Ouais. Tu sais, moi, j'ai grandi avec ma mère à Rahama. J'ai pas eu mon père, il est parti avant que je naisse, et j'ai vu comment elle a galéré. J'ai vu comment elle a souffert pour nous, etc. Et je pense que l'éducation, le modèle familial dans lequel tu as évolué, il joue énormément sur la perception que tu as justement des relations homme-femme, même au travail. C'est incroyable. Et ça, moi, je l'ai vu. Par exemple, moi, j'avais une femme de ménage au bled, une maman qu'on aidait. Limite, on l'a pris. Non, on n'avait pas besoin de faire le ménage. On n'avait pas besoin. Mais on l'a pris pour l'aider. Et la hajja, limite, on la mettait sur notre tête. Tu vois. Et même moi, des fois, ça me faisait presque mal au cœur, mais elle me disait non, mais elle dit, elle veut travailler, elle veut pas qu'on lui donne sadaqa. Ouais, mais... Tu vois, et ça, je pense que c'est lié aussi à l'éducation. Quelqu'un qui a vécu, par exemple, dans une situation similaire à la mienne, avec une mère qui s'est tuée pour lui, jusqu'à en décéder, Allah yahama wa jami'al muslimin, je me dis, attends, moi, si je suis dans cette position-là, je vais aider ces personnes-là au contraire. Et tu vois, c'est cet état d'esprit-là, cette éducation-là aussi qui joue. Donc, je pense que ça revient beaucoup aussi à l'éducation que les gens ont reçue. Et je pense aussi que moi, la mentalité que j'ai, la discipline que j'ai pu avoir très tôt, c'est dû à mes parents. Ce sont mes mentors. Tu sais, moi, je suis d'origine tunisienne. Mes parents, ils sont venus de Tunisie très tôt en France. Mais j'ai toujours vu mes parents travailler. Moi, du lundi
au dimanche. Ils travaillaient. Est-ce qu'un jour, on t'a fait comprendre, t'es une femme, en gros, reste à ta place, etc. Ou au contraire, on t'a dit non, au fait, tu peux faire les choses. Alors, je t'avoue que j'ai eu la chance qu'on m'a toujours poussé. Ma mère travaillait, mon père. L'éducation. Mon père, il m'a toujours poussé. Lui, il a pas pu étudier, et ma mère aussi, elle a pas pu étudier. Donc, ils m'ont dit, Sonia, et j'ai 2 sœurs également, il faut que vous étudiez, c'est le minimum. Je veux vous étudier, je veux que vous soyez indépendante parce qu'on sait jamais ce que la vie on sait jamais ce qui peut arriver, en fait. Et je veux que vous pouvez vous débrouiller. Et franchement, ça a été mes premiers mentors. Mon père et ma mère, c'est pour eux, en fait, tout ça. Et c'est grâce à eux. Mais après, regarde, comme tu le sais, comme tu dis, l'éducation, c'est important. Et je le vois beaucoup parce que dans une famille, c'est différent. Regarde, tu vas peut-être, je sais pas dans la tienne, mais moi, par exemple, dans la mienne, j'ai des personnes qui n'ont même pas étudié. J'ai des personnes qui n'y arrivent pas, parce que ils sont abattus, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de possibilité, ou qu'ils pensent qu'ils peuvent, le mindset, ils l'ont pas. Mais c'est comme si c'est eux-mêmes qui se mettent dans cet état d'esprit-là. J'arrive pas à le comprendre. Je comprends pas. Nos parents, en tout cas, moi, qui est enfant d'immigrés, mes parents, ils viennent de Tunisie, ils ont dû s'adapter à la culture, à la langue. Je pense qu'il y a un côté naturel déjà et un côté vécu aussi, parce que tu sais, c'est la perception. Ils ont fait une étude très rapidement sur des enfants qu'ils ont ramenés à la plage. Il y avait des grosses vagues, donc les enfants ils se faisaient balloter par les vagues. Il y a un enfant qui sortait en pleurant et il voulait plus retourner dans l'eau. Pour lui, j'ai eu trop mal. Et il y a un autre enfant, il était là en train de rigoler, il ressautait dans les vagues. Et au fait, il y a beaucoup de gens. On vit tous des choses dans notre vie, des épreuves qu'on vit, que ce soit un décès, que ce soit, j'aime pas utiliser le mot échec, mais on va dire une certaine forme d'échec dans un projet ou autre, relations personnelles, professionnelles. Et la majorité des gens s'accrochent sur le côté négatif de la chose et restent accrochés dessus pendant des années. On va dire, mais il y a 10 ans, ça s'est passé. Tu vois? C'est vrai. Et c'est vrai. Alors que d'autres, et donc ils sont accrochés au passé, ils sont angoissés de l'avenir et ils vivent pas le temps présent. Donc, tu vois? Non, mais c'est vrai, et ces gens-là, au fait, il y en a beaucoup, ils restent sur le passé. Ils vivent sur leur passé, sur leurs problèmes. Et avant, j'étais comme ça. Avant, c'était bien. D'accord. Avant. Et les gens, beaucoup de avant. Alors que ce qui devrait être fait, c'est prendre le positif qui se trouve dans chaque chose. Et dans chaque chose, il y a un positif. Ah, ça, je suis et même nous, en tant que musulmans, on doit aller chercher le positif dans les épreuves. Ouais, c'est toujours, le prophète Salem, il nous a appris, dans n'importe quelle situation, il nous a dit, le musulman, il est dans un bien. S'il lui arrive un mal et qu'il patiente, il sera récompensé. S'il a une bonne, sa vie, il lui arrive des choses bien, etc., et qu'il remercie Allah Azza wa Jal, il est récompensé. Donc, dans tous les cas, on est dans un bien. Mais cet état d'esprit-là, c'est vrai que il faut quand même le cultiver. Moi, je le vois, il y en a pas beaucoup. Non, je suis d'accord. On les connaît tous, les copains ou les copines qui viennent te voir. Première chose qu'ils disent, c'est leur problème. Mais c'est vrai. Mais tout le monde a des problèmes. Et tu sais, c'est toxique, ça devient toxique. Parce que moi, je pense qu'il vaut mieux, en tout cas, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut sortir dans l'entrepreneuriat, éviter d'écouter des choses qui ne vous servent à rien. Écoutez que des choses, des podcasts ou des choses, des discussions. Ayez des discussions qui sont toujours qui vont dans la vision, votre vision et les intérêts les objectifs que vous êtes fixés. Toutes ces choses-là, tout ce qui est négatif. Donc, fréquentation très importante. Ah, la fréquentation, elle est. Environnement aussi important. Très important. L'écosystème. Par exemple, nous, on est à Dubaï. Ici, machallah, ça parle business. T'as vu ça? La dynamique. Ça bouge. Tout à l'heure, on en discutait. Voilà. La communauté, elle est mise en avant, etc. Tu rencontres du beau monde ici. Moi, j'ai l'habitude de dire, Dubaï, c'est la Ligue des champions des musulmans, hein. C'est une bonne référence. Non, mais c'est la Ligue des champions. Okay. Dubaï, Arabie, mais beaucoup plus Dubaï. Dubaï, ici, il y a que des honneurs, hein. Honneur de telle boîte. Non, mais c'est vrai. T'as énormément d'entrepreneurs. Mais c'est vrai. Qui partagent. Et ils sont dans le partage ici, tu trouves pas? C'est à l'époque, les gens allaient aux États-Unis pour le rêve américain, mais le rêve musulman, il est ici. Je suis d'accord. Par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, le rêve musulman, il est ici. Et tu ressens la dynamique ici. Ouais. On la ressent pas ailleurs. Tu sais, moi, quand j'étais à Londres, j'ai ressenti aussi cette dynamique-là, parce que Londres, c'est très compétitif, hein. Londres, t'as une dynamique. Quand je suis partie là-bas, fallait que je me forme. Je prenais des cours d'anglais, des cours de finance, il y a plein de choses qu'il fallait que je fasse. Mais ici, la dynamique, elle est incroyable. À côté de toi, t'as toujours une idée, et les gens, ils partagent. Mais c'est ça. Moi, j'encourage les gens, venez ici. Ouais, c'est incroyable. En fait, faut venir ici. Le visa, il est 3 mois. Tu prends un petit appartement. C'est incroyable. Et il y a un réseau. Envoie-nous en commentaire si tu veux qu'on te mette en relation avec le réseau, etc. Mais viens ici, parle avec les gens, vois ce qu'il y a à faire déjà. Vois le hell déjà, juste ouvre l'état d'esprit. Tu vas être choqué. Les gens qui viennent ici, ils veulent plus repartir. Franchement, même quand t'as la possibilité de rester. Tabarakallah, avec la vie, etc., que tu recherches le côté sécuritaire, le côté financier, le côté détente, le côté digne. Ici, t'es servi à tous les niveaux. T'as pas de problème. Moi, je connais pas les problèmes d'ailleurs. Ici, quand je disais tout à l'heure ça à une personne, je disais, à Dubaï, tout le monde est beau.
C'est virtuel, tout le monde est beau. Tout le monde est beau, tout le monde fait Machallah. du sport, tout le monde est happy. Ici, on est tous happy. C'est Le un truc. ramadan ici, machallah, tout le monde est beau. Les gens, ils sont pas, ils sont t'as pas vu, énervés. ils sont happy ici. Tu prends l'avion, t'arrives à Charles de Gaulle, tu traverses juste le premier feu rouge, bah, klaxon, Ah, mais c'est machin, incroyable. énervé, Ah, c'est des gens dans incroyable. l'aéroport. Ah, c'est incroyable. Non, c'est vrai que, mais franchement, le shir, ce qu'il a fait ici, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est Vraiment. Que nous, en tant qu'étrangers, Ouais, on se sent bien. c'est Ici, ouais, on, c'est ouf. on se sent bien personnellement, professionnellement. On a l'impression qu'on a une vision et des perspectives incroyables. Ouais, c'est Dubaï. ouf. Machallah. C'est Dubaï. Non, mais bon, Machallah, on le barak vit, je pense fik. que c'est pour ça qu'on le ressent. Alors, selon toi, quelle a été pour toi la plus grosse erreur que tu as pu commettre dans l'entrepreneuriat? La plus grosse erreur, et j'ai besoin de partager avec vous, ça a été l'association. Alors, je vous dirais que l'association, ça peut être très positif et ça peut être très, très négatif. Les conséquences qui peuvent en résulter sont incroyables. Elles peuvent être horribles, vraiment, concrètement. Alors, je vous dirais, dans votre projet, quand vous êtes porteur de projet, si vous voulez vous associer, faites très attention dans le choix de l'associé que vous faites. Vraiment. Ça a été une des plus... J'ai choisi de très mauvais associés dans différents business. J'ai été escroquée, j'ai été volée. Et pourtant, je suis avocate, hein, donc je suis censée normalement anticiper ce genre de choses, aider les autres. Et ben voilà, ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que la plus grande leçon que j'ai pu avoir, c'est ça, c'est le choix de l'association. Donc, tu renies pas l'association en tant que telle. Non, pas du tout. C'est plutôt faire une due diligence. Approfondie, une due diligence très approfondie. Mais regarde, je dis ça, mais moi, je suis associée avec mon mari. Vous allez me dire, bon, c'est mon mari maintenant. Quand même, je suis associée avec lui. C'est la meilleure association que j'ai faite. Et pourtant, c'était dur de travailler avec lui. De travailler ensemble. C'est un autre sujet. Travailler en famille, en couple. C'est très difficile. Si vous voulez qu'on en parle, les amis. Pour en parler. En très bas. Difficile. Alors là, j'ai plein d'anecdotes. Ça, vous inquiétez pas, parce que j'ai beaucoup de sociétés avec mon mari. Mais ça a été la meilleure association. Et à tel point qu'on a eu vraiment de très mauvaises expériences. Et à tel point qu'on s'est dit maintenant, on reste ensemble. Mais est-ce que tu as eu des problématiques au niveau plutôt psychologique? Ça veut dire au niveau émotionnel, ça a pas matché entre vous, les associés? Ou c'était carrément, ils étaient malhonnêtes? C'est toujours financier. C'était pas malhonnête. Alors si, certains étaient malhonnêtes, ils nous ont volé. Mais d'autres, c'est vraiment le côté financier. Je m'explique. Dans le sens, c'est que au début, quand tu rencontres une personne et qu'il y a une idée, il y a un projet, on est tous au même niveau. D'accord? On se dit, voilà, on va mettre tant d'argent. Alloué à ça. On est tous dans le même bateau. Telle compétence, on est dans le même bateau, telle compétence qui va faire quoi, etc. Donc, au début, tout va bien. Dès qu'on commence à se développer, dès qu'on commence à avoir de l'argent ou pas, ou commence à rencontrer des problèmes, c'est là que certains vont vous dire, moi, en fait, j'ai plus d'argent. Ah, moi, je peux pas. Moi, c'est terminé maintenant. C'est vous qui vous occupez de ça. Mais il y a vraiment un déséquilibre. Et c'est ça que j'ai eu. Et j'ai pu avoir ça aussi en termes de... Je sens que tu travailles peut-être plus que d'autres personnes. Il y a aussi un décalage. Ces ressentiments où la personne... les ressentiments. Et ça, c'est vrai que dans l'association, ce qui est très important, c'est la communication. Très important, la communication. Mais je pense que je peux avoir de très bons associés. La communication. Et ensuite... il faut être sur la même longueur d'onde. Et la clarté aussi. C'est-à-dire que quand les choses sont très claires, ou ils sont notifiés dans un bon contrat, etc. Exactement. Mais le contrat est très important. Les contrats, ils sont hyper importants où chacun il sait ce qu'il a à faire et s'il ne fait pas la chose, voilà ce qui arrive. Voilà. Mais en même temps, ça fait de l'expérience et une main tout seul ne peut pas applaudir. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que l'association, ça peut être une très bonne chose, mais il faut vraiment très attention. Il faut bien, en fait, je dirais à mes associés, à mes clients, et je leur dis tout le temps, même encore hier, j'en discutais, il faut sécuriser ses intérêts, il faut sécuriser votre vision, il faut sécuriser votre projet. Ce n'est pas à l'oral que vous le sécurisez. Tout doit se faire à l'écrit. C'est comme ça. Il faut un pacte d'actionnaires. Contrat de partenariat avec vos fournisseurs. Très important. Mais vraiment. Et je l'ai vécu. Moi, vous savez que avec mes associés, on est en pleine assignation. C'est-à-dire que là, nous, c'est parti très, très loin. Là, je parle pas d'une chose qui est... Tu sais que c'est fou. Je discutais même avec des personnes qui créent des associations. Il y a 0 document. C'est incroyable. Non, mais imagine-toi, ils envoient de l'argent à quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Ils ont discuté avec lui au téléphone 2 ou 3 fois, ou sur Internet. Ils envoient de l'argent. Il y a 0 papier, ou un papier qui est écrit avec une en-tête islamique, tu sais, pour dire en gros, t'inquiète, il y a le côté il y a le cachet, il y a un truc écrit en arabe, tu vois, donc ça. Et ils se retrouvent après avec des catastrophes. Vraiment, et je l'ai vécu personnellement, et en tant qu'avocat d'affaires, j'insiste sur ça parce que je l'ai vécu et ça a eu des conséquences catastrophiques, des conséquences financières catastrophiques. Donc, je vous dirais toujours de ne baisser jamais votre garde. Jamais. Jamais. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des contrats. Il faut que tous les scénarios soient prendre prévus. ses précautions. Prenez vos précautions. Évitez famille. C'est compliqué de s'associer avec sa famille. C'est possible. Mais
Le côté émotionnel après, le côté, ça rentre en jeu, faut être réaliste. On parle pas de la même manière à une personne de sa famille ou quelqu'un qu'on connaît, un ami, que d'un étranger. C'est pas la même manière. Et justement, tu me fais rebondir sur une autre question je voulais avoir justement ton avis dessus, parce que, machallah, tu gères beaucoup de choses en tant que femme. Et je sais que les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, mais comment elle arrive à gérer sa vie pro et en même temps sa vie perso? Alors, c'est un défi. Parce que c'est vrai, nous, alhamdoulilah, les hommes, on a une certaine liberté, etc., tu vois. Mais aujourd'hui, comment toi, justement, tabarakallah, les gens qui vont te regarder, est-ce que t'as pas cité tout ce que tu fais, non, mais mais on sait que je fais beaucoup de choses, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, tu voyages, tu développes des business, en même temps, t'accompagnes tes clients et t'es très disponible, etc. Donc, comment aujourd'hui, t'arrives justement à gérer les deux? Est-ce que c'est une bonne organisation, c'est un bon agenda, c'est quoi? Alors, je t'avoue que c'est un défi au quotidien. Mais après, j'ai toujours voulu être entrepreneur pour avoir cette flexibilité. Et je suis une personne qui est très organisée. Donc moi, l'idée, c'est que le temps pour mes enfants, pour ma famille est précieux. Donc ça, je ne veux surtout pas que mon travail lèse ma famille. Et ça arrive des fois forcément. On peut pas. J'essaie d'être bienveillante avec moi-même dans le sens c'est que je sais que je peux pas être à 100%. Je peux pas à 100% tout faire. Donc j'essaie d'être bienveillante et me dire que des fois, je vais pas pouvoir tout faire tout le temps, et surtout pour mes enfants et sur ma famille et au niveau pro. Mais oui, c'est l'organisation, c'est la flexibilité. Par exemple, quand je vais en voyage. Quel conseil tu donnerais justement là à une maman qui nous écoute, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., et qui se dit j'ai l'impression, elle vient juste de commencer, hein. Elle pense déjà, elle est déjà sous l'eau. Avec les enfants, machin, quel conseil tu peux me donner vraiment pour l'aider? Moi, je dirais à cette personne qui veut se lancer ou qui est déjà dans l'entrepreneuriat qu'elle peut vraiment tout faire, mais il faut qu'elle se pose la question de savoir toujours et se rappeler dans quel but elle le fait. Quel est l'objectif concrètement? C'est que de gagner de l'argent ou pour mettre à l'abri sa famille? Je sais pas. Il faut qu'elle se rappelle toujours l'objectif. Comme ça, au moins, elle garde les pieds sur terre. Elle reste focus. Elle reste disciplinée, organisée. Mais il faut garder en tête que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important et qu'au final, un travail, ça reste un travail. En tout cas, c'est ce que je me dis toujours. Et pourtant, tu parles d'une personne qui est très carriériste, qui a étudié énormément et qui accorde une place importante dans mon travail. Je gère plus de 7 compagnies aujourd'hui. J'accompagne mes clients dans leur développement international. C'est un travail qui est incroyable, sans oublier toutes les choses que je fais annexes. Mais par exemple, quand je pars en business trip, je fais tout pour rentrer le week-end, pour rester avec ma famille. Parce que je sais que mes enfants ne sont pas à l'école. C'est des choses que Mais il faut quand même être discipliné avec soi. Il faut être discipliné. Moi, mes enfants, je sais qu'ils n'ont pas école le samedi et le dimanche. Il faut qu'on organise quelque chose, que je passe du temps avec eux. Quand je vais les récupérer à l'école, c'est du temps avec ma famille. L'organisation, c'est important. Et aussi avec mon mari, bien entendu, avec ma famille, mes parents, mes sœurs. C'est important. T'as placé tes objectifs les plus importants. Bien sûr. Et ensuite, à partir du moment où tu as tes objectifs, les moyens avec l'organisation. Mais oui, ça c'est indispensable, l'organisation. Et franchement, je le fais. Même mes sœurs me disent des fois, mais comment tu fais? Mais je vous assure que tout est possible. Mais après aussi, garde en tête que je suis soutenue, j'ai mon mari à mes côtés. Machallah. Ça c'est quelque chose. Donc faut bien le choisir. Faut bien choisir. Mais aussi, ça marche dans les deux côtés. Hein. Je parle aussi aux personnes aussi qui n'ont pas forcément une personne sur qui se reposer. Mais tout est possible. Tout est possible. Vous avez vraiment la capacité de le faire, vraiment. Alors les amis, on va arriver à la fin de ce podcast-là. Avant de nous quitter, justement, quels sont les prochains défis que tu voudrais relever, Inch'Allah? Alors moi, mes prochains défis, ce sera la transmission du savoir. En fait, tu sais, très jeune, j'ai toujours voulu avoir un impact. Et c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneur. C'est que pour moi, je considère qu'on doit se rendre utile aux autres. Et donc aujourd'hui, j'ai l'expérience, j'ai les compétences, j'ai déjà établi pas mal de choses, en toute humilité, bien entendu. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps, même si j'ai déjà enseigné à l'université, j'ai enseigné dans des formations privées, aujourd'hui, il est temps de transmettre ce que j'ai appris, de partager mon expérience, d'aider comme tu l'as dit, des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont des questions. L'idée, c'est ça. C'est aujourd'hui, j'aimerais transmettre tout ce que j'ai appris et surtout toutes les anecdotes que j'ai et l'expérience que j'ai, parce que j'en ai tellement que je pense que ça peut être je pense que ça peut donner ce que peut-être toi, t'as pas eu au début. Pas du tout. Moi, j'ai commencé toute seule. J'ai fait tout toute seule, en fait. C'est vrai, tu sais que généralement, les gens qui ont commencé tout seuls, sans personne, etc., quand ils arrivent à un certain niveau, ils veulent justement, ils se disent, moi, j'aurais bien aimé avoir eu ces personnes-là avant. C'est ça. Ils redonnent justement. Et c'est une sorte aussi de remboursement. Mais c'est exactement ça, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir rencontré des mentors qui m'ont beaucoup aidé. Et moi, de mon côté, je veux aider les autres. Et tu sais, moi, quand j'embauche des stagiaires, je suis toujours là je prends du temps. Je prends vraiment du temps pour mes stagiaires. Je prends du temps pour vraiment les former. Moi, c'est pas un stage, tu viens dans mon cabinet, tu fais des photocopies. Non, je te forme vraiment. Tu fais un vrai travail avec un vrai travail. Mais c'est parce que mon objectif,
c'est pas que de faire de l'argent. Je suis musulmane, tu vois, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir un impact, c'est d'aider les autres. En fait, ma vocation même, ce n'est pas de réussir au sens financier, au sens matériel. Certes, c'est un des objectifs que je me fixe, mais c'est certainement pas le seul et le. C'est un indicateur. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, un des défis un des défis, c'est ça, c'est de transmettre. Peut-être intervenir dans des écoles de commerce, d'enseigner, de partager davantage. J'interviens beaucoup dans des écoles, musulmanes, pour partager un petit peu, parce que ma sœur, elle est directrice dans une école, de partager un petit peu mon expérience. Voilà. Ce serait ça mon défi. Excellent. Et dernière petite question. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as voulu aussi rejoindre l'aventure Muse Incubator, ce projet Muse Incubator d'accompagnement de start-up? La première fois où t'en as entendu parler, où je t'en ai parlé, qu'est-ce qui tu t'es dit, ce projet-là, j'ai envie de le rejoindre? Pour quelle raison? Alors moi, j'ai trouvé ton projet incroyable. Et je me souviens au téléphone quand tu m'en as parlé, j'ai dit c'est incroyable, on en a besoin, c'est indispensable aujourd'hui de travailler en architecture ouverte. Moi, j'ai toujours travaillé en architecture ouverte, donc je travaille avec plusieurs personnes qui étaient compétentes dans leur domaine pour pouvoir répondre aux besoins de mes clients. Bah toi, tu es en train de mettre en place tout un espace dans lequel il y aura tous les départements et il y aura les meilleurs des experts et qui pourront répondre à tous les besoins de toutes les personnes qui seront intéressées, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, il faut venir. Il faut être intéressé, et surtout, si j'ai bien compris, c'est des projets que tu vas sélectionner. Donc en fait, j'ai trouvé que c'était une idée incroyable, une idée qui était unique, et ça faisait du sens que j'y participe, parce que tu sais, tu m'as invité à y participer, mais j'avais les compétences requises pour répondre aux besoins de ta clientèle. Et j'en suis certaine de ça. Je suis certaine du travail que je fais et que je peux contribuer à Muse Incubator. Ça, j'en suis certaine. Et c'est ça l'objectif justement à travers Muse Incubator, c'est d'aider ces entrepreneurs, vous qui nous écoutez, qui voulez vous lancer dans cette entreprise que vous avez tant rêvé, ou vous êtes déjà lancé, vous voulez dépasser un certain plafond, vous dites j'ai envie de faire des choses plus grandes, j'ai envie d'aider la communauté, j'ai envie d'avancer avec mes propres valeurs. Et aujourd'hui, Muse Incubator, justement, même moi, quand j'y ai pensé, au début, je voulais attendre quelques années avant de le lancer. D'accord. Tu sais, petite anecdote, je voulais attendre 5-10 ans. Je me suis dit, quand j'aurai 50 ans, je serai un vieux briscard avec de l'expérience. Voilà. Je me suis dit, à ce moment-là, je ferai le pépé et je commencerai, voilà, en gros, je transmettrai mon expérience comme Père Castor. C'était vraiment ça l'idée. D'accord. Mais, subhanallah, le destin fait que, tu sais, il y a des choses que tu veux faire. Et après, à un moment donné, j'ai vraiment compris, surtout les projets que j'ai accompagnés, il y en a beaucoup qui ont été stoppés par manque d'accompagnement, manque de financement. Et je me suis dit, au fait, moi, je fais que des pansements, en fait. Parce que moi, je fais du consulting, j'accompagne des boîtes, etc. Je me suis dit, au fait, je mets que des pansements. Il est temps de réparer réellement. Tu vois, d'aller passer sur la table d'opération. C'est un très bon raisonnement, en fait. Bah oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer ce premier incubateur, Inch'Allah, destiné aux francophones, parce que les anglophones, alhamdoulilah, ils ont des trucs quand même. Franchement, ça bouge un petit peu. Mais spécifiquement aux francophones, donc soit en France, au Maghreb ou autre, et Sharia compliance. Donc Muslim friendly, avec un côté musulman. Ça veut pas dire qu'on n'accepte pas les autres, bien sûr qu'on accepte. Mais si tu veux venir dans l'incubateur, tu dois suivre justement les règles de la Sharia. Est-ce que ton activité est illicite? Est-ce que ton financement est illicite? Et ça, aujourd'hui, tu vois, on n'a plus ce côté-là. On a des musulmans qui ont des boîtes qui prennent des crédits bancaires. On a des musulmans qui veulent faire des levées de fonds, ils vont passer par des fonds qui sont problématiques parce qu'ils ont besoin d'argent, etc. Nous, aujourd'hui, on veut justement aider la communauté, à se développer et en même temps, aider l'investisseur musulman, Inch'Allah, à pouvoir faire des choix éclairés. Excellent. Moi, ça m'a fait très plaisir, moi aussi. Sonia. Baraklofik. Je te souhaite plein de succès. Ouais. Baraklofik. Franchement, tu sais, moi, j'ai rencontré beaucoup de partenaires à travers toutes mes expériences, etc. Et j'aime beaucoup, tu sais, quand il y a des personnes qui arrivent à sortir de leur zone. En gros, ils ont commencé ici, ils terminent là-bas. Tu as commencé avocate, aujourd'hui entrepreneur, mentor, etc. Tu veux transmettre. Et ça, c'est quelque chose on devrait avoir dans la communauté. On devrait mettre en avant ces côtés-là. Parce qu'on a des gens qui ont du niveau. Mais soit, moi, j'ai voulu ramener des gens en podcast, ils m'ont dit, non, mais j'ai pas envie de passer. Je lui ai dit, mais tu passes pas pour toi. Tu vas pas devenir Michael Jackson. Les gens, tu vas les inspirer. Non, mais je veux rester dans mon petit truc. Tu sais, on a encore tu vois, ce truc-là. Je veux rester dans mon petit truc. Tu vois, j'ai pas envie de parler. Alors qu'on a besoin des personnes comme toi, Tabarakallah, qui viennent parler de leur expérience, qui viennent montrer
que c'est possible de le faire. Voilà, c'est réel. Et je vous assure que c'est possible. Et si vous, les amis, Inch'Allah, vous voulez aussi passer sur la chaîne, si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas. Vous venez directement à Dubaï. Il y a Mohamed qui est là, qui s'occupe du montage. Avec grand plaisir, Inch'Allah. Barakallahu fik, Sonia. Merci beaucoup. Je te souhaite ce qu'il y a de meilleur. Merci. Et peut-être un autre podcast, Inch'Allah. À très bientôt. On a plein de sujets. Et rejoignez-nous sur les réseaux. Je te laisse nous parler un petit peu de tes réseaux. Comment les gens peuvent te contacter s'ils ont un besoin particulier? Ils peuvent me contacter sur Instagram. C'est Dynasty House Consulting, le nom de ma Très compagnie. Il y a toutes mes coordonnées sur LinkedIn également. Voilà. Ok. On vous mettra tout ça directement en dessous de la vidéo. Barakallahu fik, Sonia. Merci. Bon courage à toi. Merci. Force. On a un événement demain qui nous attend, Inch'Allah. Exactement. Pour vous, les amis, ce podcast-là, il est fait pour vous. Il est fait pour vous qui souhaitez devenir entrepreneur, qui souhaitez lancer votre startup, Inch'Allah. N'oubliez pas encore une chose, Muse Incubator est là pour vous ramener là où vous le souhaitez. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.